Je suis donc très heureuse d'accueillir le Corévi et les laboratoires Vive Healthcare pour cette édition 2020 des conférences e-EGalie. Les objectifs 2030 sont ambitieux, 95, 95, 95, et ils ont raison de l'être. Les avancées médicamenteuses récentes permettent de faire reculer réellement l'épidémie et nous devons, en solidarité, s'engager dans une démarche internationale. Alors que le virus progresse toujours, la ville de Lyon intensifie son soutien pour le dépistage en direction des personnes les plus précaires, l'information et la prévention auprès des vulnérables et l'accompagnement psychosocial des malades et de leurs familles. La communication sur le consensus scientifique I égale I et sur la prévention combinée est l'un des objectifs opérationnels de Lyon et de la vallée du Rhône sans sida. Depuis le lancement de ce programme, la ville de Lyon et la métropole de Lyon ont signé la Charte de Paris lors de la reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le VIH, les hépatites, la tuberculose et le paludisme qui s'est tenu à Lyon. D'un point de vue épidémiologique, nous avons pu mesurer cet été le chemin parcouru. Entre 2016 et 2019, nous avons observé une baisse de 34% du nombre de personnes prises en charge nouvellement diagnostiquées séropositives pour le VIH au sein du territoire du Corévi. Cette baisse s'explique probablement en partie par le traitement comme prévention, qui va être le sujet de ce soir. Le pari un peu fou, c'était de se dire comment démontrer et mesurer scientifiquement les risques d'une transmission sous traitement et indétectable, alors qu'aucune transmission n'est constatée sous ces conditions. Et on a fait un peu le raisonnement à l'absurde, c'est de se dire que l'absence de preuve devient une preuve. Il a fallu attendre 10 ans avant que l'OMS et le CDC admettent cette réalité. 10 ans où des études ont été menées avec des cohortes absolument impressionnantes pour arriver à la constatation qu'effectivement, lorsqu'une personne infectée sous traitement avec une charge virale indétectable ne peut pas transmettre le virus. Alors cette déclaration, elle a eu quand même pas mal d'enjeux et un impact assez important pour toutes les personnes concernées, que ce soit le fait de ne plus avoir peur d'être un danger pour autrui, de gagner en qualité de vie, et puis finalement de pouvoir être soulagé du fait que finalement on ne va pas pouvoir nous reprocher ou se reprocher d'avoir été finalement un vecteur ou une personne responsable d'une nouvelle infection. Et ça a été une discussion qui était cruciale. Peut-on faire confiance aux patients? Elle est revenue, cette même question, lorsqu'il s'agissait de discuter de la PrEP. Est-ce qu'on peut faire confiance aux patients? Et je crois qu'aujourd'hui, avec du recul, on est en mesure de répondre de manière très claire, oui. Les patients, une fois qu'ils ont su qu'une fois indétectable, ils ne pouvaient pas transmettre le virus, on fait beaucoup de pression sur le médecin pour être le plus rapidement mis sous traitement et puis être le plus rapidement indétectable. Je vais essayer de répondre à la question qui m'a été posée. Quels sont les arguments scientifiques qui plaident en faveur de ce concept U égale U? Donc, vous avez vu qu'il peut y avoir de la présence d'ADN résiduel dans le sperme chez une faible proportion de sujets sous traitement antiviral efficace, mais que ce virus n'est pas réplicatif, que la trithérapie et la bithérapie ne font pas de différence particulière, que surtout les études de cohorte confirment l'efficacité de la stratégie de prévention sur des surveillances pendant très longtemps avec des nombres assez impressionnants de couples sérodiscordants. Aujourd'hui, cette libération permet de construire une vie, de faire des projets, de s'engager à divers plans, que ce soit affectivement, sexuellement ou professionnellement, sans avoir ce que l'on appelait, et ça m'est revenu comme ça, on l'a tellement oublié, une épée de Damoclès sur la tête. Je voulais dire quelques mots de ces femmes
de l'histoire de celles qui, à ce jour, ont été les invisibles de l'histoire. Il s'agit de femmes séropositives qui ne viennent pas d'une zone où le virus est endémique et qui ont été contaminées de manière, comme elles le disent, accidentelle. Leur contamination était à la marge. Elles avaient une perception du risque de contamination qui était faible. Elles n'avaient pas identifié les flirts de leurs partenaires avec la toxicomanie, pas plus que les relations HSH, que certains entretenaient par ailleurs. Et leur contamination, pour toutes ces femmes, a été une véritable surprise. L'acceptation de leur séropositivité, je l'ai toujours observée, est très très différente de personnes HSH. C'est une acceptation parce que ça vient de rien. Et leur vie avec le virus, à toutes ces femmes, a été rendue beaucoup plus difficile du fait qu'elles n'en parlent pas. Alors je vais quand même mettre justement les femmes dans un contexte sociétal. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de femmes africaines. Au niveau épidémiologique, ce sont les plus touchées après les HSH. Alors donc, il faut partir du fait que la femme africaine occupe une place très importante dans les sociétés africaines. Contrairement à ce qu'on peut penser, la femme a sa place, elle est respectée, elle est aimée. Pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui soigne, c'est elle qui nourrit, c'est elle qui vêtit, c'est elle qui s'occupe de toute la famille, c'est elle qui soigne aussi en cas de maladie, même si elle-même elle est malade. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. La sexualité est contrôlée. Et donc, une femme qui est censée justement donner la vie n'a pas à ramener justement une maladie. Généralement, ce sont les femmes qui sont dépistées, les premières. Et quand elles sont dépistées les premières, c'est elles qui sont considérées comme justement celles qui ont ramené le VIH justement à la maison. Et dans les groupes de parole, en fait, on a remarqué que les femmes, justement, malgré les traitements, ont peur d'en parler dans le couple. Bon, c'est vrai qu'il y a un groupe de femmes qui sont très contentes. En fait, il y a des femmes qui mettent maintenant des projets de grossesse en place, qui mettent des projets même de mariage, hein, alors que à un certain moment, il y a des femmes qui disent « mais moi, c'est fini, hein. Quand j'ai appris ça, pour moi, la sexualité, c'est terminé ». Alors, on parle de I égale I, déjà, au terme sémantique, en fait, au niveau de l'expression, déjà, c'est un vrai problème. I égale I, ça veut dire quoi? Dans les communautés africaines, c'est pas encore connu. On parle de TASP, on parle de la PrEP, on parle de TPE, tout ça, ce sont des termes très techniques. Donc, nous devons justement travailler, déjà informer suffisamment les femmes et puis rassurer, et aussi multiplier les espaces de parole pour justement ces femmes-là, pour pouvoir trouver des stratégies pour en parler. Je répète, 87% des Français interrogés continuent à penser qu'avoir des rapports sexuels sans préservatif avec une personne séropositive sous traitement constitue un risque élevé, voire très élevé de contamination. Seuls 2% qualifient ce risque comme étant très faible, voire quasi nul, et donc l'évaluent correctement. Du côté des personnes séropositives elles-mêmes, dernière enquête justement de SIDA Info Service, donc on voit des amis ici, 54,6% des personnes séropositives sous traitement affirment qu'ils n'ont pas constaté de diminution particulière des situations de rejet. Donc on voit bien qu'effectivement ces représentations sociales et ce stigmate en tout cas encore la vie dure et d'avoir levé effectivement tu l'as dit tout à l'heure, hein, cette épée de Damoclès, ça a permis en tout cas chez certains patients et ça leur permet en tout cas aujourd'hui de pouvoir finalement traiter ou de réinterroger ou de revenir traiter ou de traiter à nouveau ou même certains, c'est pas à nouveau, c'est parce qu'ils l'ont jamais fait, mais c'est de pouvoir s'intéresser à autre chose dans leur sexualité et de se dire finalement j'ai peut-être des traumatismes antérieurs que je vais enfin pouvoir mettre au travail parce que je me rends compte que non, toutes mes problématiques ne viennent pas de ma contamination au VIH, ça a été un problème, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres, et qu'aujourd'hui, effectivement, je vois bien en étant indétectable que finalement, toutes mes problématiques ne viennent pas de là, mais elles sont peut-être antérieures. Donc on a encore beaucoup de patients, malheureusement, qui doivent cacher leur séropositivité,
ou en tout cas qui font en sorte de ne pas la déclarer ou de la laisser comme ça sous l'ombre. Et je pense notamment aux jeunes générations, et c'est pour ça que je suis un peu inquiet finalement. Je me disais, peut-être que les jeunes vont être un peu plus ouverts finalement que leurs aînés, mais on voit bien que ce mouvement-là de discrimination, il est quand même vécu auprès des publics jeunes, d'où l'importance, à mon avis, d'être dans des stratégies de communication assez massives. Nous avons lancé une enquête qui s'appelle Positive Perspective dans plus de 24 pays, chez plus de 2000 patients. Et cette enquête est intéressante parce qu'elle montre des différences autour de I égale I et montre l'importance pour le médecin de communiquer à son patient sur ce message. Et on voit qu'un tiers des patients en France, par exemple, n'a jamais entendu parler de I égale I.